Ceci est mon histoire. Je suis retournée dans ma chambre à la cité universitaire. La chambre était encore à mon nom vu que je la gardais pour une connaissance. C'était toujours compliqué d'avoir une chambre près de l'université. Pour avoir une chambre loin des décharges et des égouts, il fallait avoir un bon réseau d'information. Vu que l'actuel locataire n'était pas encore dans la ville, la chambre était encore à moi. Je m'attendais à ce que l'autre Y rejoigne pour que nous ayons enfin cette conversation. Qu'il me sorte les excuses bidons que tout homme sort pour se faire pardonner. J'ai attendu toute la nuit. La musique qui résonnait dans les bars à accent grave côté se mêlait au grincement des chauves-souris qui logeaient dans les palmiers dehors. Cette collaboration musicale m'avait tenu compagnie pendant 4 longues années. Je me sentais chez moi. Les pensées qui se bousculaient dans ma tête ont fini par adopter cette mélodie familière qui a rythmé le coulé de mes larmes. Le lever du jour fut frustrant. Je me sentais tout aussi confuse que la veille. Je ne comprenais pas pourquoi l'autre avait dormi sans prendre de mes nouvelles. Je me sentais plus ou moins prête à toutes les éventualités. Maman m'a appelée en panique pour que je rentre auprès de mon mari. L'autre lui avait dit que j'avais quitté la maison sans rien dire et qu'il ne devait m'accepter que si j'y retournais accompagnée des aînés de ma famille. Maman était très inquiète. Je n'ai pas voulu lui dire les vraies raisons de mon départ de peur qu'elle n'ait une image de mon mari que je n'étais pas moi-même prête à accepter. Une semaine encore auparavant elle ne voulait pas de ce mariage. Je ne pouvais pas jeter de l'huile sur le feu. J'ai dit à maman que je gérais la situation et j'ai raccroché. En réalité, j'étais perdue. Ce qui me perdait davantage était le zèle de l'autre. Pour qui se prenait-il pour exiger quoi que ce soit? Était-il seulement en position de conditionner mon retour? Plus j'y pensais, moins je semblais comprendre. Je me suis résolue à aller en parler à mon oncle sans rentrer dans les détails. Il a décidé sans attendre de me raccompagner dans ma belle famille. La place d'une femme mariée c'est où son mari lui dit d'aller, m'a-t-il dit. Telle une brebis égarée qui avait peur d'errer loin de son berger, je l'ai suivi. Quand nous sommes arrivés, l'autre était assis dans le fauteuil, à la place de son oncle. Ce dernier était parti en mission en Égypte. Ma belle-tante était présente. L'autre n'a pas voulu nous adresser la parole. C'est sa tante qui nous a fait comprendre qu'il fallait repartir afin de ne revenir qu'avec des aînés. J'ai eu un sursaut d'ego et j'ai dit à mon oncle, allons-nous-en. Pendant que mon oncle hésitait à démarrer sa moto, l'autre est sorti nous demander d'attendre. Nous sommes retournés dans le salon. Sa tante nous a prodigué des conseils de couple. Il faut que tu sois très patiente afin que ton mari se sente suffisamment en confiance pour s'ouvrir à toi. Reste une femme forte et attirante, il va finir par venir à toi et vous allez vous retrouver. Tes larmes le repoussent. Sois belle et détache-toi un peu de lui. Laisse-lui son espace. Les hommes aiment la liberté. À lui, elle a dit. Je sais que tu n'étais pas au pays et que tu ressens le besoin d'être avec tes amis. Mais tu as décidé de te marier et tu dois être présent pour ta femme. Ta femme dit qu'elle ne se retrouve pas, elle est perdue. Tu es le chef de famille et c'est à toi de rassurer ta femme. Quand elle veut parler tu dois l'écouter. Même si le dialogue s'était fait à plusieurs, et qu'on n'avait parlé que du manque de patience, de l'absence d'écoute et des sorties intempestives, je me sentais déjà un peu déchargée. Le vrai problème n'avait pas été abordé, néanmoins, j'espérais que le linge répugnant se lave entre 4 murs. Quand nous sommes arrivés dans notre chambre, l'autre a dit. Tout le monde te dit que c'est l'homme le chef de la famille mais tu ne comprends pas. Le maire l'a dit, le pasteur aussi, et ma tante vient de le rappeler. Mets-toi ça dans la tête. Tu veux faire le bras de fer avec moi? La femme ne peut jamais gagner contre l'homme. Après l'avoir entendu parler de façon aussi détachée, sans culpabilité aucune, je ne savais pas si je devais rester ou repartir. Je me demandais à quoi cela rimerait que je réveille encore sa tante ou que j'appelle encore mon oncle. J'ai vu s'évanouir tous les espoirs que j'avais fondés lors du dialogue salutaire avec sa tante et mon oncle. Je suis restée assise sur le bord du lit dans le noir. Le fait qu'il se blottisse sous la couverture comme pour s'endormir m'a donné l'impression d'être larguée au milieu de l'océan sans bouée de sauvetage. Je ne sais combien de temps je suis restée dans cette eau à lutter pour ne pas sombrer dans les profondeurs.
Tandis que je me croyais morte et que mon esprit errait sans savoir quelle direction prendre, j'ai senti la main de l'autre parcourir le long de mon dos. J'en avais marre de résister. Cela faisait 2 jours que je n'avais pas fermé l'œil. Mes paupières étaient lourdes et mon cerveau affaibli. Je voulais arrêter de réfléchir. Je voulais cesser de pleurer. Cet asile de paix, je l'ai accueilli comme une délivrance. Je me suis laissé emporter vers le pays de Cocagne. J'en suis revenu avec à 2. Le mariage est difficile, le cliché n'est qu'une triste vérité. Pour avoir la paix dans son foyer, il faut la négocier. Quand 2 personnes se mettent en couple, les débuts ressemblent fort à une situation de diglossie. Ce sont 2 histoires avec des héritages différents qui luttent farouchement, telles des langues dans une aire géographique, pour avoir un statut. Avant de me marier, je croyais que ce statut, les partenaires l'avaient automatiquement. Dès lors qu'on a décidé de faire notre vie ensemble, j'ai couronné mon roi. Il semblait avoir besoin que je le rassure. Je l'ai fait parce que je me considérais comme prête. La cérémonie d'intronisation était maintenant passée depuis plusieurs semaines et j'attendais toujours d'être honorée. Je me sentais plus comme une servante, qu'une reine. Je m'assurais que la maison était propre, je faisais le marché, je cuisinais, je servais et j'attendais full stress que sa tante donne son appréciation. C'est une grande maison dont la chaleur attire et apaise du monde. Je m'y suis senti bien pendant un temps. Le mariage, c'est 2 êtres qui se partagent tout, du visible à l'invisible. Au fil des semaines, force était de constater que je ne partageais rien avec mon mari. À toutes les questions que je trouvais le courage de poser, il me répondait soit par un silence arrogant, soit par un sourire goguenard. Face à l'horreur, j'avais le choix entre laisser libre cours à mes tourments ou espérer. On m'appelait madame et je souriais. Il fallait que j'assume mon choix en silence en espérant que le stress du mariage, qui avait embrouillé les idées à l'autre, retombe rapidement et laisse place à l'avènement d'un mari affectueux et un futur père dévoué. J'étais enceinte et je ne le sentais pas présent. Le temps passait et il n'y faisait aucune allusion. Cet homme qui disait avoir hâte d'être père gardait bien sa joie. J'ai accouché à 18 ans. J'avais caché ma grossesse pendant presque 7 mois à ma famille, mes rondeurs avaient joué un rôle majeur dans le processus de dissimulation. Par conséquent, je n'ai pas fait toutes les visites prénatales obligatoires. Ma fille n'a pas eu de problème de santé à la naissance par la grâce divine. Si ma naïveté n'avait pas eu raison de la santé de A1, 6 ans après, mûrie dans l'intelligence, et mariée de surcroît, je ne voulais pas prendre de risques. À 3 mois de grossesse, ne voyant pas l'autre prendre d'initiative, j'ai décidé d'avoir une conversation avec lui. Depuis que nous savons que je suis enceinte, on n'a pas fait de test de grossesse. Je sais néanmoins que c'est un enfant qui grandit à l'intérieur de moi. Je le sens qui bourge tout le temps. Tu n'es encore qu'au début, tu sens déjà l'enfant? Cette grossesse m'a l'air différente de la première. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Pour faire quoi? Ne commence même pas, hein, tu veux comme ça occasionner les dépenses. Je n'ai pas d'argent. Tu es sérieux là? Je suis très sérieux. On part à l'hôpital quand on a un problème. Tu as quel problème? Veux-tu que je te fasse un cours sur les visites prénatales? Ne te fatigue pas. De plus, tu n'es pas étrangère à la grossesse. D'ailleurs, je n'ai même pas le temps. Donne-moi de l'argent, je vais partir toute seule. Je n'ai pas. J'étais courroucée. Ce qui m'indignait davantage était le fait qu'il roulait dans une voiture qu'il avait achetée sans me consulter. Il faisait des dépenses faramineuses et il ne s'en cachait pas. De temps en temps, quand je ne le laissais pas s'échapper tout seul, une fois dehors, son comportement me faisait regretter le fait de l'avoir suivi. En présence de nos amis, il parlait de ses ex sans retenue. Il y avait de temps en temps, pour différentes sorties, une nouvelle petite sœur d'un ami que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. La liste des amis inconnus de moi se rallongeait selon le besoin. Ses dépenses durant les sorties traduisaient fort peu l'indigence dont il n'avait de cesse de me parler. J'ai voulu comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Quel argent?
Notre argent. Tu as l'argent? Je me suis sentie tellement ridicule, tellement bête. J'ai eu honte. Ma langue s'est liée. Après tout, il avait raison. Je n'avais pas encore de salaire et comme tous les enseignants nouvellement sortis de l'école, je devais attendre au moins 3 années académiques pour recevoir mon premier salaire. Cette méhare promettait déjà d'être cauchemardesque. Je me suis sentie comme dépossédée de mon dromadaire. Son oncle, notre parrain, jouait plus le rôle de mari auprès de moi que mon mari lui-même. Il avait toujours des phrases rassurantes, « Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as besoin d'argent. Ma fille, je suis là. » Sa tante était comme ma mère. Elle m'amenait faire des courses. Elle insistait pour que je prenne ci et ça, et cela venait de son cœur. Je me sentais aimée. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui clochait, toute cette délicatesse, j'aurais souhaité recevoir de mon mari. J'ai repris la lettre qu'il m'avait écrite avant qu'on ne se remette ensemble, ce business plan qui avait conquis mon âme, et je l'ai relu. J'avais une seule envie, hurler. Qui m'entendrait? Qui comprendrait? Aux yeux de tous, j'avais tout pour être heureuse. Sa tante me disait d'être patiente. Ma meilleure amie également me parlait de patience. J'étais toute seule. Si ces deux ne voyaient pas de problème, c'est qu'il n'y en avait peut-être aucun. J'ai commencé à travailler sur ma patience et Dieu sait combien je devais en avoir besoin pour survivre 5 ans avec cet étranger. « 4. Nous avons passé 4 mois chez notre parrain. L'autre était égal à lui-même. Les moments de qualité et d'intimité étaient rarissimes. Pour qu'il m'adresse la parole, il fallait que j'eusse mérité. J'avais comme impression que chaque jour, j'existais un peu moins. J'avais beau essayer de l'ignorer comme me disait sa tante, cela ne me réussissait pas. Je me surprenais toujours en train de me poser des questions sur où il est, ce qu'il fait, avec qui, et je pleurais. J'ai commencé à me dire que je me sentirais mieux quand il serait reparti au Canada. Je dormirais mieux. J'avais hâte qu'il parte. Dans le meilleur des mondes possibles, sa petite femme enceinte lui manquerait et il redeviendrait agréable. L'espoir fait vivre. L'autre a enfin programmé son départ. Ce que je n'avais pas vu venir était mon départ à moi aussi pour le centre de ma belle famille, la maison de ma belle-mère à Bafoussam. Je ne peux pas te prendre une maison quand il y a des chambres vides chez nous, a-t-il dit. J'aurais voulu avoir mon mot à dire mais je ne voulais pas le contrarier. J'appréhendais vivre chez ma belle-mère au regard des nombreux mythes qui circulaient sur les relations de belle-mère et bru. Ma belle-mère avait une réputation de maman lionne. Du peu que je connaissais d'elle, elle parlait toujours en criant. De plus, l'épisode de la dot était encore tout frais dans les mémoires. J'avais très peur mais je me disais aussi que ce serait moins pire que dormir avec un homme dont l'esprit semble ailleurs. Avant de repartir, l'autre m'a accompagné chez sa mère. Je ne m'y suis pas opposée car, je me suis dit que j'étais une fille assez intelligente pour éviter les problèmes en faisant ce qui est bon et agréable pour tous, surtout que cela ne durerait pas une éternité. Du moins, c'était ce que je croyais. Finalement, j'y suis restée 2 ans à temps plein et 2 autres années par intermittence. J'étais enceinte de 3 mois quand l'autre est reparti sans que nous n'ayons de vrai dialogue. Je ne savais pas quand on se reverrait, ni s'il reviendrait s'installer avec moi, encore moins si je le suivrais. Rien n'était clair. Sa réponse à toutes mes incertitudes était « Ma famille est là ». Et sa famille a été présente du jour de mon mariage au jour où j'ai décidé de partir pour toujours. J'ai ressenti la présence de ma belle famille bien plus que celle de celui à qui j'avais dit oui. Je me suis habituée aux cris de ma belle-mère. Je ne sursautais plus quand elle parlait. Bien que notre relation fût compliquée au départ, ma belle-mère et moi avons appris à nous connaître et je dirais sans risque de me tromper que chaque partie a mis beaucoup d'eau dans son vin. Nous nous sommes aimés. Elle, qui au départ m'avait intriguée, m'a adoptée et je me suis dévouée à elle. Ce lien a été renforcé par la naissance de M1 Amour. Sa joie était perceptible quand elle était avec son petit-fils. Je faisais les vacations dans les collèges privés afin de m'occuper l'esprit, et surtout, de m'occuper de moi. À 2 n'a jamais manqué de rien. Quand j'étais butée, sa grand-mère était là. Et quand il le fallait, la grande sœur de l'autre et son généreux mari répondaient présents.
Même si aucun d'eux ne se plaignait, je me sentais de toute manière vulnérable, impuissante, et la plupart du temps, inutile. Je n'étais pas une épouse, j'étais une enfant. Pour l'entourage, j'étais la femme du « banguiste ». Les jeunes filles de mon âge m'enviaient et je leur souriais avec satisfaction, question de ne pas briser leurs espoirs. Mais dans le secret de ma chambre, à l'abri des regards, je me sentais déracinée, insultée et diminuée par le comportement de l'autre. Le sourire de mon fils me procurait une joie immense, mais je me rendais compte aussitôt après que même cette joie était éphémère. Après être retourné au Canada, l'autre appelait aussi souvent qu'il m'envoyait de l'argent. MDR. Pour le joindre facilement, il fallait que j'aie de bonnes raisons n'ayant rien à voir avec l'argent. Je n'avais pas de vie de couple. Ma vie se résumait à enseigner, cuisiner avec ma belle-mère, visionner et dormir. Mon amour pour l'enseignement s'est accru. Le fait d'avoir beaucoup d'élèves ayant chacun 2 histoires dont l'une hors du groupe classe et l'autre avec le groupe m'a beaucoup profité. J'étais là pour mes élèves, mais derrière toute cette pédagogie, j'étais surtout là pour moi-même. Enseigner m'a toujours fait du bien. Cette sensation qu'il y a un endroit sur la terre où ma voix compte fait carburer mon mental. L'une des gouttes que j'aurais préféré voir m'achever était le manque de conscience parentale. Cette voix qui résonne dans le cerveau de tout parent lui disant « Tu as un enfant à t'en occuper ». L'autre a utilisé sa phrase fétiche « Je n'ai pas », pendant ma grossesse et d'innombrables fois après la naissance de A2. La maladie étant un imprévu, A2 avait des troubles digestifs récurrents. Les pédiatres ont conclu que le muscle circulaire qui empêche normalement le contenu de l'estomac de retourner dans l'ésophage ne fonctionne pas correctement. Cette malformation dénommée RGO virait déjà en une pathologie et il fallait un suivi immédiat. Au début, les factures étaient payées par ma belle-mère. Ensuite, mon beau-frère par alliance, le mari de ma belle-sœur, a pris la relève. Tous les examens et les prescriptions étaient payés par lui. D'autres fois, j'ai appelé l'ami de l'autre à la rescousse. La promptitude avec laquelle ces personnes ont réagi chaque fois que j'ai crié à l'aide m'a bouleversée. Pourquoi est-ce que l'autre ne réagissait pas aussi spontanément? Pourquoi est-ce qu'au lieu de me rassurer, ces paroles m'encaustiquaient toujours l'esprit même dans ces moments-là? Le plus dur quand il prononçait sa phrase fétiche n'était pas de l'écouter, c'était le silence radio qu'il m'imposait juste après. On aurait cru que je venais de transgresser une loi fondamentale et il fallait en payer le prix. Ce silence agressif pouvait durer des semaines ou même des mois. Quand son humeur le lui permettait, il revenait. À son retour, j'étais déjà morte et enterrée autant de fois que j'avais ressassé les causes de ces blessures invisibles qu'il m'infligeait.